Du coup, bonsoir. Donc ça va être une présentation globalement plutôt en surface. Donc, est-ce que tout le monde déjà touche un peu à Ecto ou est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais vu Ecto pour l'instant? Ok, d'accord. Voilà, donc c'est une présentation un petit peu sur, en gros, un peu comment ça fonctionne, quelles sont les différentes briques qu'on trouve dedans, et une ou deux petites astuces, parce qu'il y a des petits trucs comme ça à connaître quand on démarre avec Ecto. Donc, je me présente rapidement, je m'appelle Simon Courtois, je suis architecte logiciel chez Tinsy, donc qui est une boîte que j'ai créée avec un associé. Grosso modo, on est consultant sur Ruby on Rails, .NET et Ember, et un jour Phoenix quand on aurait un peu appris mieux. Voilà, vous pouvez me trouver sur tinsy.fr et vous pouvez me trouver sur, je suis devant, @apinoff sur Twitter. Donc du coup, Ecto. Ecto, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle un Domain Specific Language. Donc c'est en gros une syntaxe au sein de Ruby en fait qui se base énormément sur les macros pour nous permettre en fait de communiquer avec la base de données. Communiquer avec la base de données, oui mais pas que. Communiquer avec la base de données d'une part et en fait gérer tout le workflow de data d'autre part en fait. C'est-à-dire qu'en gros il y a vraiment une déconnexion entre les deux. Justement, c'est un peu le but en fait d'Ecto, c'est d'éviter de modèles, pour ceux qui connaissent un peu Active Record, justement d'avoir tout dans la même boîte avec justement toutes les complications que ça implique. Donc du coup, parmi les briques, il y en a 4 majeures et quelques-unes aussi satellitaires autour. Donc la première, en fait, c'est un schéma. Donc un ecto-schéma, c'est quoi? En gros, un schéma, ça permet de définir la structure en fait, de données qu'on va utiliser, qu'on va mapper avec une table. Alors avec une table ou avec des documents, si par exemple on utilise Mongo ou ce genre de choses. En gros, Ecto permet de se connecter à plusieurs types de bases de données, qu'elles soient relationnelles ou objets. En fait, il n'y a pas vraiment de modèle imposé, c'est justement aussi le but d'être un peu découplé du système de stockage qu'on va trouver en dessous. Donc il y a différents drivers, il y a des drivers pour Postgres, il y a des drivers pour MySQL. Enfin, ça passe par Maria, mais en gros, ça fonctionne aussi. Et donc, ils ont des connecteurs aussi pour des DB NoSQL, style MongoDB. Donc, un schéma, à quoi ça ressemble? Donc, c'est assez simple. En gros, on va trouver un module Elixir standard. Justement, on fait appel du coup aux différents trucs définis dans Ectoschema. Schema. Et ensuite, on va définir justement notre schéma avec les différents champs qu'on va vouloir utiliser dans ce schéma-là. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, pour une même table, on va pouvoir définir plusieurs schémas qu'on veut utiliser, ce qui permet en gros de créer par exemple des modèles qui vont se servir de la même table, mais peut-être de manière différente. Donc en gros, quand on définit un schéma, on va définir la liste des champs qu'on veut utiliser, et également la liste des associations qu'on va trouver. Donc là, dans notre cas, par exemple, on va avoir un titre, c'est un exemple simple d'article, hein. On va avoir un titre, un body et est-ce que c'est published. Et donc on a une association commentaire. Donc l'association commentaire, on va définir le nom de l'association et quel est le schéma justement qui sert à définir cette association. Et ici on trouve le petit timestamp qui permet de dire qu'on utilise deux colonnes spéciales qui sont inserted at et updated at. Donc qui sont un peu les champs magiques qu'on trouve maintenant un petit peu dans la plupart des ORM ou systèmes de connexion ODB. Voilà, qui permettent un peu d'avoir les dates en gros d'action. Du coup, ça, comment ça s'utilise? En gros, le fait de définir un schéma, en fait, ça nous permet derrière de manipuler une struct qui va permettre de contenir justement les différentes informations liées à un record en base. Donc, c'est une struct classique, hein, c'est rien de fou dessus. Donc voilà, on peut la définir, l'utiliser et appeler donc les différents champs qui sont dessus. Par contre, il y a quelques éléments en plus en fait sur un module en fait qui utilise schema, c'est qu'on peut l'inspecter. C'est-à-dire qu'en fait, on a justement la fonction underscore schema qui permet en fait en fonction du paramètre qu'on va lui passer, du ou des paramètres, d'avoir différentes informations sur justement le modèle, le schéma en fait qu'on utilise. Alors justement, pourquoi je dis modèle, c'est parce qu'en fait, avant, dans Ecto, et encore un peu aujourd'hui, la base, c'était d'avoir une définition d'une notion de modèle, un peu comme ce qu'on trouve justement dans différents ORM. Le truc, c'est que, on n'est pas réellement dans un langage objet, et deux, en fait, le problème justement de la notion d'ORM, c'est qu'on se retrouve très très vite à vouloir utiliser les choses comme on le fait avec des équivalents d'Active Record ou ce genre de choses, et où justement, ça devient vite une grosse boule de poil difficile à gérer.
Donc c'est pour ça que en fait là dans Ecto 2 qui va sortir bientôt, il y a une RC je crois qui est sortie il n'y a pas longtemps et en gros justement le modèle est déprécié et l'idée c'est d'utiliser uniquement schéma, donc c'est pour ça que je ne parlerai pas de modèle ce soir. Donc voilà, underscore schéma, donc par exemple nous permet d'avoir la liste des champs d'un schéma donné ou nous permet d'avoir la liste des associations liées à un schéma. Il y a plein d'autres trucs qui permettent d'avoir les types aussi des différentes propriétés, enfin des différents champs. Pareil pour les associations, on peut avoir plus de détails sur une association donnée, savoir quel est le module correspondant, ce genre de choses. Donc voilà, ça permet aussi potentiellement de pouvoir s'amuser avec de la métaprogrammation, des trucs comme ça, un petit peu fun. Autre chose qui est intéressante aussi, c'est qu'on peut assez facilement modifier le comportement d'un schéma. Donc par exemple, si justement on suit les bonnes pratiques actuelles, on arrête d'utiliser des ID autogénérés, on va plutôt utiliser des UUID ou des choses comme ça, Ecto permet aussi de le faire assez facilement. Donc typiquement, justement, dans quelque chose comme Postgres, on va avoir des UUID par exemple, mais dans des trucs comme Mongo, justement, c'est un système un peu différent, c'est pas un ID, c'est un Object ID ou Record ID, je sais plus exactement. Et en fait, là, assez simplement, au niveau d'un schéma ou de plusieurs, parce qu'on peut aussi remonter ça justement dans un schéma lié à toute l'application et que tous les autres utilisent, on peut faire remonter ça à l'état global. On peut définir donc voilà, nos ID, ça sera des UUID par exemple qui sont autogénérés par la base de données. Donc une fois qu'on a nos schémas, avec quoi on peut s'en servir? Avec le repository de notre application. Donc on a Ecto Repo qui en gros sert de repository, enfin fournit la couche repository. Donc en fait ça s'utilise justement assez simplement avec les structs qu'on récupère en fait avec nos schémas. On peut directement, en fait, avec le repository, insérer une struct directement en base de données. Donc là, par contre, il y a zéro validation, il y a zéro passage intermédiaire. On définit en gros plus ou moins dans chaque colonne en gros ce qu'on va mettre et derrière, si ça passe niveau base de données, Ecto, en gros, il laisse passer. Donc il n'y a pas de système il n'y a pas de mécanique, on va dire, de validation, à part celles qui sont renforcées au niveau de la base de données. Mais au niveau applicatif, il n'y en a pas. Donc ça voilà, le nom est assez explicite, mais en gros ça permet d'insérer donc notre record en base. Ensuite, on peut du coup avec notre repository interroger justement la liste de ce qu'on a inséré. Donc en gros, si on récupère, alors j'expliquerai un petit peu après l'histoire de passer article à all, parce qu'en fait c'est un peu plus tricky que ça en a l'air. Et en gros, le all, par exemple sur un repo, va permettre de retourner la liste de tout ce qu'on a inséré. Et en fait, il va nous retourner une liste de structs, justement, comme ce qu'on a inséré, mais avec quelques petites métadatas, justement, là par exemple, le schéma utilisé, ce genre de choses. Déjà, est-ce qu'ici il y a des questions, ou est-ce que c'est bon, on continue? Si je vais pas trop vite, c'est bon, ça va? Ok. Ok, donc justement, je disais que là, quand on servait du repo un peu en direct, on n'avait pas de mécanique de validation, on n'avait pas de mécanique non plus pour transformer les datas en fait avec le bon type en face et ce genre de choses. Donc justement, c'est à ça que servent les change sets. En gros, les change sets permettent de maintenir dans le temps, en gros, la notion des différentes modifications apportées à un record en fait. Donc c'est-à-dire qu'en gros, par exemple, on va commencer à initialiser notre article. Derrière, on va justement en fait créer un change set, on va passer des paramètres. Et du coup, on va pouvoir valider ça, remettre à jour les paramètres et revalider jusqu'à... Enfin, par exemple, on pourra avoir un système qui va boucler jusqu'à ce qu'on arrive à obtenir la bonne data pour une raison X ou Y. On peut se servir des change sets pour ça. Donc, les change sets, comment ça marche? En fait, c'est toujours au niveau de notre module qui inclut schema. En gros, on va définir une fonction qui, elle, permet de faire un pipeline de casting et de validation. Donc du coup, là c'est notre définition du schéma de tout à l'heure qui est repliée. Donc en gros, là l'idée c'est que la fonction changeState, en fait, on va lui passer donc notre struct article et une liste de paramètres. On n'est pas obligé de passer les paramètres, donc par défaut, en fait, on passe la valeur empty, enfin l'atome empty. Comme ça, en fait, Ecto, lui, sait le reconnaître particulièrement et donc ne va pas cracher parce qu'il n'y a pas de paramètres. Donc ensuite, on a un petit pipeline standard. Et du coup, en fait, là, on trouve cast qui vient de Ecto changeState. Et en fait, cast, il va prendre la liste des paramètres qu'on a passés. Donc typiquement, ça va être genre ce qu'un utilisateur a envoyé dans un formulaire ou ce genre de choses. Et en fait, donc ça, il va le passer dans une moulinette
où on lui dit, voilà, il y a tel et tel champ qui sont obligatoires, donc ça c'est le premier, par exemple title, et on va avoir tel et tel champ qui, eux, sont optionnels. Typiquement, body, par exemple, on peut vouloir créer un article sans nécessairement passer de body. Et ensuite, on peut avoir une liste de validation. Donc typiquement, là, sur le titre, on va valider qu'on ne dépasse pas 100 caractères. Et en gros, si par exemple, là, on n'avait pas mis de titre, il ne passerait pas à la validation du titre, simplement, il nous retournerait une erreur en nous disant, bah non, le titre, c'est obligatoire, donc c'est pas valide. Sachant qu'ici, il y a un certain nombre en fait, de validateurs qui sont déjà inclus en fait, dans Ecto, enfin dans Ecto Change Set, et qu'on peut définir ses propres méthodes de validation. Et un truc que j'ai pas mis dans les slides parce que j'ai complètement oublié, c'est qu'en fait, on peut aussi prendre tous les index, par exemple index unique en base de données ou ce genre de choses, et transformer ça en validation. Donc c'est pas des validations, c'est ce qu'ils appellent des contraintes en gros. Et où par exemple, voilà, si on essaye justement de valider avec un email qui est déjà utilisé, par exemple, il va créer une erreur plutôt que d'exploser en disant je sais pas, j'ai été voir en base de données et puis ça se trouve que quelqu'un d'autre a été voir en même temps, donc vu qu'il n'y a personne, j'insère, et puis quand l'autre veut insérer, paf, ça explose. Donc ça évite justement ce type de race condition où en gros, on va avoir justement au niveau de la base de données, ça va exploser, mais c'est pas l'application qui explose. On a un message un peu plus sympa pour l'utilisateur qui lui dit non, désolé, c'est pris. Donc du coup, voilà, une fois qu'on a défini donc, ce change set, donc on l'utilise en fait en lui passant donc, justement notre struct donc, de base, donc là un article par exemple vide, auquel on va vouloir ajouter des champs. Donc là par exemple un titre. Est-ce que c'est valide? Donc en fait, point valide, c'est pas une fonction qui est appelée, en fait c'est une des données qui est stockée en gros dans le change set. Donc est-ce que c'est valide? Oui ou non? Donc là dans notre cas, on a mis le champ obligatoire, on n'a pas mis le champ optionnel, donc a priori c'est valide, donc il nous dit oui. Si par exemple on lui passe justement une liste de paramètres vide, là on va lui demander s'il est valide, il va nous dire non, avec un petit message sympathique qui nous dit voilà, non, il ne peut pas être vide. Alors, ce qui est intéressant aussi avec les change sets, c'est que justement, contrairement à d'autres systèmes en fait, de modélisation, en fait, on va pouvoir définir différents change sets en fonction des différentes situations. Donc un peu comme dans certains cas, on va trouver des form objects par exemple pour aller valider justement des datas différentes en fonction des contextes. Là, on peut très bien référencer en fait un change set différent en fonction des contextes. Typiquement, on pourra avoir un change set spécifique admin où les validations sont un peu plus flexibles et un change set ultra hardcore quand c'est côté utilisateur. Ça peut être différents cas. Là, par exemple, on pourra avoir à la création un change set qui est différent de celui de l'update. Des questions? Tout va bien, on continue? Ok. Donc tout ça, c'est très bien, mais derrière, comment on fait pour interroger la base de données? Alors la base de données, en gros, on doit pouvoir l'interroger avec un truc qui nous permet de faire plus ou moins du SQL-like ou quelque chose comme ça. Donc en gros, on a dans Ecto Query, qui est en fait le système justement qui permet de créer ces requêtes SQL. Et en général, c'est là qu'il y a les pièges. Parce que le reste, bon, c'est assez straightforward, mais en fait, c'est au niveau des queries. Parce que au final, les queries, en fait, ça repose pas mal sur justement sur des macros, etc. Donc du coup, voilà, il y a des petits pièges à connaître. Donc la forme la plus simple, enfin, il y a encore plus simple, c'est article tout court, comme on a vu tout à l'heure avec repo.all article. Là, même principe, en fait, c'est voilà, on dit, je veux interroger ma table, mon schéma, la table qui est derrière le schéma article. Donc là, en gros, la query nous permet de créer une requête SQL qui va aller chercher tous les articles. Sachant que ça n'exécute pas la requête, puisque l'interaction avec la base de données se passe toujours par le repository. Donc ça permet juste de construire la requête et non pas de l'exécuter. Ça peut se compléter donc, du coup avec des conditions. Donc il y a pas mal de choses qui sont gérées, order by, where, limit, offset, enfin voilà, un peu toute la clique habituelle. Et en fait, ça se passe assez simplement, et justement, c'est là où on voit un petit peu l'action des macros qui se mettent en place. Donc du coup, pour justement une variable qu'on définit, donc là, moi je l'ai appelé A, j'aurais pu l'appeler Toto, c'était exactement pareil. Et en gros, pour A dans article, je voudrais justement tous ceux qui ont un title qui est égal à Hello World. Donc ça, c'est pareil, ça construit la requête, mais ça exécute rien derrière. Alors, justement, à un moment, je me suis dit, ok, je vais aller tester, je voudrais justement tous les articles qui ont un titre qui fait plus de 4 caractères.
Ça ne marche pas. Premier essai. En fait, très vite, quand on fait des requêtes avec Ecto, on arrive à une limite où en gros, tant qu'on n'est pas dans du égal, différent, peu de choses près, plus grand que, plus petit que, ou between, on se retrouve très vite à avoir besoin de ce qu'on appelle les fragments. Donc en fait, les fragments, bah, c'est comment on fait un bout de SQL en pseudo dur dans notre requête. Et en fait, la mécanique, c'est on a une liste de paramètres. Et en fait, dans le morceau, dans le fragment, ils sont remplacés par des points d'interrogation. Et en fait, on a la liste derrière et ils sont remplacés dans l'ordre. Donc là, par exemple, à la place du point d'interrogation, on aura le a.title qui sera mis. Alors, maintenant, si on veut justement rendre le 4 paramétrable, c'est-à-dire que par exemple, on ne le veut pas en dur dans le code, mais on veut que ce soit une variable ou quelque chose comme ça qui soit appelé. On pourrait le passer comme ça, enfin déjà on peut le passer du coup en paramètre, donc là on a les deux points d'interrogation qui sont du coup remplacés par les valeurs qui vont en face. Et du coup si on voulait mettre ça dans une variable, là moi logiquement, on voit pas bien la fin, mais bon il y a juste une parenthèse après millen. En gros l'idée c'est que voilà, on met ça dans une variable et puis on passe la variable en paramètre, ça paraît logique. Boum. Non, ça marche pas non plus, ça explose. En fait, justement, c'est là où il y a justement la petite friction avec les macros, c'est que justement, la Ecto va chercher une fonction qui s'appelle minlen. Donc du coup, ça va pas marcher. Donc là, c'est le genre de cas où il faut utiliser un petit accent circonflexe devant les variables qu'on veut utiliser pour que ça utilise leur valeur, justement. Ça a été, je crois que c'est un truc qui est surchargé en fait par Ecto qui permet justement d'appeler les variables comme ça va bien. Donc voilà, ça c'est un petit piège à connaître parce que ça peut être long avant qu'on trouve. Enfin, c'est quand même bien documenté, mais bon, après, il faut la lire la doc. Donc du coup, comment on utilise une requête une fois qu'on l'a créée? Eh ben, on la passe justement au repository. Donc le repository, on lui dit .all et il va nous chercher tout ce qui correspond en gros à la requête. Il va exécuter la requête et nous retourner la liste de résultats. En gros, il nous retourne un tableau de struct, hein, comme on a vu tout à l'heure quand on a fait repo.all article, même principe. Alors derrière, un nouveau piège aussi, quand on veut justement récupérer qu'un seul élément, on se dit ok, si all ça marche, je fais un one et derrière il va me prendre le premier. Boum. Même problème, en fait, par défaut, si une requête retourne plusieurs résultats et qu'on n'en demande qu'un seul, Ecto va pas faire le limit pour nous, donc il va nous exploser la figure. Du coup, alors sauf s'il y a une méthode qui est différente que j'ai pas trouvée, mais de base, on rajoute un limit et là ça marche. Voilà, simple. Mais donc du coup, voilà, comme la logique de Phoenix et d'Ecto, c'est d'être systématiquement explicite, je crois que c'est la solution la plus straightforward pour ça. Sauf si quelqu'un a une autre solution. Non. Bon. Alors, donc la syntaxe que je vous ai montré avant, en gros, c'était un from avec une suite en fait de keywords qui permettaient en gros de passer les where, les limites et ce genre de choses. Mais il y a une autre syntaxe qui peut être utilisée en fait, qui est justement la version pipeline. Donc ça, c'est la version pré 2.0, où en gros, on est obligé quand on pipe de référencer ici en fait les noms des variables, parce que si on met juste a.title égale hello world, ça va pas fonctionner. Donc en gros, pré 2.0, on est obligé de préciser les tables en fait qu'on utilise, enfin les schémas. Voilà, c'est la seule petite contrainte, mais justement, en gros, en Ecto 2.0, on est censé pouvoir l'écrire comme ceci. Alors justement, en fait, qu'est-ce qui permet de pouvoir faire ce petit pipeline? En fait, c'est qu'il y a un protocole dans Ecto qui est défini qui s'appelle Queryable. Et en fait, Queryable, c'est juste que, en gros, tout ce qui permet, tous les where, tous les limites, tous les order by, etc. d'Ecto, en fait, retourne quelque chose de Queryable. Donc ça permet en fait de faire de la composition de requêtes. Donc ce qui est assez sympa, c'est qu'en gros, dans vos propres schémas, pour vous faciliter la vie, vous pouvez définir aussi vos propres fonctions qui vont être appelées. Par exemple, là, on a, voilà, je voudrais ordonner, avoir un truc qui me dit, voilà, je vais ordonner mes articles par titre. Donc ça, l'avantage, c'est comme ça, j'évite de répéter mon order by partout dans le code. Je peux directement utiliser article by title. Donc par exemple, si demain je décide que by title, en fait, c'est en ordre descendant, je le change à un seul endroit et ça impacte tout le reste. Et donc du coup, ça, derrière, comment on l'utilise? Tout simplement, on le rajoute en fait dans le pipeline. Et en fait, il va retourner lui-même un queryable. Donc derrière, on pourra avoir d'autres where, d'autres choses comme ça. Et donc on peut chaîner très facilement et avoir un code qui reste propre et qui évite de devenir un gros bousin avec plein de where, plein de order by, plein de machins un peu chelous.
Puis ça permet aussi justement de mettre le code là où il devrait être. Alors, Ecto fournit quelques commandes dans Mix, donc ce qui est bien pratique. Bon, je fais la liste ici en direct. En gros, donc on a Ecto Create qui est le premier normalement que vous devez appeler, qui permet de créer la base. Parce que sans base, ça va être un peu compliqué d'insérer des trucs dedans. Drop, si jamais vous décidez que finalement la base ne vous plaît pas. Pour générer une migration. Est-ce que le terme de migration parle à tout le monde ou pas? Ouais, ça va. Ok. Donc bah voilà, on a un ectogen migration. On peut générer plusieurs repos, parce qu'en fait, au sein d'Ecto, vous avez un repo de base pour votre application, mais après, vous pouvez avoir par exemple plusieurs systèmes de base de données en dessous, ou même différents systèmes, par exemple d'un côté un Postgre, d'un côté un Mongo, ou whatever. En gros, vous pouvez avoir des repositories différents, et donc du coup, requêter justement des systèmes différents. Donc ce qui est quand même assez pratique, justement, quand on a par exemple une migration de système, ou quand on a simplement plusieurs systèmes qui fonctionnent ensemble. En dessous, du coup, on a Ectomigrate, donc qui permet de faire tourner les migrations, parce qu'il faut bien les faire tourner de temps en temps, et le rollback si jamais on a fait une bêtise. Dans Phoenix, il y a juste une petite chose en plus, c'est en gros la commande qui permet de générer un modèle. Et en fait, quand on appelle cette mécanique de génération, on lui passe le nom du module qu'on veut utiliser, le nom de la table, donc en général on va avoir le nom du module au singulier, le nom de la table au pluriel, classique, et on va lui passer une liste de champs qu'on veut avoir dans notre schéma. Alors ça s'appelle encore modèle, parce qu'on est dans le contexte de Phoenix, mais j'espère qu'à un moment ils vont passer à schéma, ce qui serait plus approprié. Et donc ça en fait, ça va nous créer 3 fichiers, donc notre migration, notre modèle, et les tests de modèle, parce que c'est important de tester. Et bah, derrière, il ne vous reste plus qu'à faire tourner la migration pour avoir votre modèle en base. Et puis voilà. Et donc dans Ecto 2, qu'est-ce qui arrive? Pas mal de petites choses. Donc, en rapide, on va dire les gros points, c'est DB Connection qui va permettre justement d'avoir de meilleures performances, de pouvoir aussi paralléliser pas mal de choses, etc. Donc voilà, un gros gain de perf, parce que c'est vrai qu'Elixir, ça va pas assez vite. Donc il y a Ecto Model qui est déprécié, donc justement au profit de Ecto Schema. Un peu de sucre syntaxique, comme on l'a vu sur les where et les choses comme ça, où justement on n'a plus besoin de s'embêter à référencer les tables. Une meilleure gestion aussi au niveau des relations, en particulier les many-to-many, mais aussi pas mal de petites choses au niveau des relations, parce que c'est vrai que dès qu'on manipule, on va dire, une vraie application un peu costaud, on se retrouve avec des schémas en général un peu plus complexes, avec des associations un peu dans tous les sens, et c'est vrai que, voilà, par exemple, avoir des insertions d'associations au moment où on sauvegarde un modèle, ce genre de choses, c'est pas non plus ce qui est le plus aisé aujourd'hui en Ecto. Genre ça marche, ça se fait, mais c'est pas non plus voilà, ça glisse pas tout seul. Et aussi sur les tests, en gros, pour ceux qui ont lu le bouquin justement sur Phoenix, où ils expliquent en fait un petit peu la méthodologie, l'approche en fait pour tester un modèle dans Phoenix, en fait, ils recommandent de séparer les tests qui sont justement synchrones, donc qui ont besoin de la base de données, des tests asynchrones qui sont juste des fonctions sans side effect. Là, l'idée en fait, c'est qu'à partir d'Ecto 2, ils vont changer en fait la mécanique de stratégie de connexion et de récupération de connexion en fait, au niveau d'Ecto, enfin au niveau de la base de données. Et donc l'idée c'est que normalement on devrait pouvoir, si tout va bien et que tout sort comme il faut, on devrait pouvoir faire tourner en fait tous les tests en asynchrone sans que ça soit un problème. Donc ça c'est un gros plus au niveau des tests parce que ça veut dire que déjà qu'ils allaient vite, ils vont aller encore plus vite. Et voilà, et puis bon, plein d'autres petites choses sur les performances et ce genre de choses. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui. On peut utiliser le même schéma pour plusieurs repos du coup ou pas? Est-ce qu'on peut utiliser le même Comment ça schéma marche? pour plusieurs repos? Ouais. Bonne question. Sur le principe, je suppose que oui, parce qu'en fait, vu que l'utilisation, on va dire, de la connexion en dessous est décorrélée de la construction de la requête, normalement, si tu as le même, on va dire, schéma de DB en dessous, avec le schéma map avec les deux, normalement, ça devrait être possible. Il suffit après, avec le repo, d'appeler le repo qui est adapté là où on veut taper, quoi. Après, je ne sais pas si c'est forcément une bonne chose, parce que niveau explicite, Ouais, non, c'était juste voilà, mais sur le principe, moi, ça me paraît pas délirant que ce soit possible. Mais pour être honnête, j'ai pas testé plusieurs repos, donc je pourrais pas être sûr à 100%. Ouais. Dans Rails, typiquement, c'est ton exemple d'article et de commentaires. Si dans une vue, j'ai un article et que je m'amuse Mm. à demander les commentaires, il va me faire autant de requêtes n plus 1 qu'il y a de commentaires. Est-ce que Ecto gère ça un peu mieux? Est-ce qu'il t'empêche de faire des...
Alors, donc la question c'était comparativement par rapport à Rails. En fait, Rails permet donc de, en gros, automatiquement préloader les associations quand on en a besoin. Et en gros, ça peut vite être un problème avec des requêtes N+1, des choses comme ça. Donc du coup, est-ce que Elixir fournit un garde-fou vis-à-vis de ça? La réponse est oui, et j'ai totalement oublié d'en parler. Mais en gros, voilà, il y a une mécanique de préload en fait, au niveau des associations. Donc, c'est-à-dire que par défaut, Ecto va pas préloader les associations. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas le risque d'avoir des requêtes d'N+1, N+1. Par contre, on a le risque de devoir s'arracher un petit peu les cheveux en développement parce que chaque fois qu'on appelle une association, il faut penser à la préloader explicitement. Sachant que justement, en Ecto 2.0, ils vont rajouter le préloading en parallèle des associations. Ça répond à la question? Good? Oui? Et du coup, dans Phoenix, ça reste sur l'approche de Rails, c'est-à-dire genre on a un objet, enfin une structure qu'on fait bouger au fur et à mesure. Quoi, genre, Alors, pas pas, encore, pas exactement. C'est-à-dire qu'en fait, vu que de toute manière, on n'est pas dans un modèle objet, à proprement parler, on a de toute façon de la manipulation de struct en dessous. Donc en fait, l'idée c'est que dans Phoenix, on continue d'utiliser Ecto. En fait, ça reste du Ecto standard. Il n'y a pas de magie autour de ça. Justement, c'est un gros truc, c'est il n'y a pas de magie. Et donc ça reste des change sets. On continue d'utiliser des change sets normales, enfin comme avant quoi. On utilise le repo aussi qui est défini au niveau de l'application, enfin le ou les repos du coup. On a un repo par défaut donc, qui est justement utilisé par exemple dans les commandes mix. Typiquement, Mix, il va créer des migrations, des modèles, des choses comme ça, en fait, pour le repo par défaut. Plus que pareil sur le data, genre par exemple dans Rails, quand j'initialise un modèle, il va garder la data très longtemps avec lui en fait. Voilà, là, SQL le fait pas. là, en fait, le truc, c'est justement, comme on est dans un contexte où on n'a pas de rétention d'état au niveau des modèles, en fait, on n'a pas d'objet qui retient un état caché, en fait. C'est vraiment une struct, c'est un bag of data, en fait, standard, qu'on va trimballer, transformer au fur et à mesure, et du coup, jusqu'à l'insérer, en fait, l'insérer dans DB. Et c'est aussi les change-sets du coup qui sont utilisés pour la validation des formulaires, mais pour les rafficher aussi, pour afficher les erreurs dans les formulaires, ce genre de choses. D'autres questions? Oui. J'avais des questions sur le niveau des performances et des optimisations. Ouais. Comment sont les requêtes qui sont générées? Est-ce que alors, très honnêtement, j'ai pas été fouiller la qualité des requêtes complexes, parce que c'est vrai que très souvent, on va dire dans une appli un peu crude, bon, voilà, après sur des grosses requêtes, j'en sais rien du tout. C'est une prochaine fois. Non mais j'imagine que c'est comme il faut aussi aller voir voilà, si... Oui, il faut jeter un œil sur les grosses... aller voir qu'est-ce que ça génère pour essayer de trouver l'astuce pour... voilà, justement, souvent au niveau de Rails, en général, ce qui pose problème, bon, soit c'est les index, soit c'est les N+1, et du coup là on n'a pas le problème des N+1. Après les index, bon, c'est toujours une question un peu de jardinage aussi de la base de données, mais c'est déjà encouragé aussi. Mais après, effectivement, voilà, je pense que ça va être plus sur la question des index et puis de voir. Je pense que la génération des requêtes en elle-même doit pas être trop dégueulasse. Enfin, ça devrait aller. Mais j'ai pas été voir, donc ça, je saurais pas dire. Sinon, tu peux passer une chaîne directement pour construire ta query avancée. Alors, justement, avec les fragments, en fait, on peut construire ça. Il y a peut-être moyen d'exécuter une requête directe. J'avoue que j'ai pas cherché dans ce sens-là, parce qu'en général, justement, je préfère éviter au maximum. Mais ça, à mon avis, ça doit être possible de... Enfin, si on peut, avec les fragments, il doit y avoir moyen de le faire aussi, en dur, en plein. Donc, voilà. Après, c'est effectivement pas ce que je recommanderais, mais il y a des cas où, effectivement, ça peut être nécessaire. Voilà, il y a des fois, on n'a pas le choix. Eh ben, merci.